Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 19 octobre. J'espère que vous avez la forme. Il est 8 heures tout pile et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous dans la chatroom? Bonjour Marion, bonjour à tous, salut Technisavoir, salut Polaire, salut Pierre-Yves, salut Vichong, salut Polo, salut T'es Curieux, salut Samuel, qui me confirme qu'on me reçoit 5 sur 5, j'espère que Samuel, tu t'es réveillé du bon pied. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Salut Camille, salut Florian, salut Saigo Maristos, salut, vous avez l'air d'avoir la forme là ce matin, salut Babas. Vous avez l'air d'avoir la forme, ça fait plaisir. Moi, je suis un petit peu enrhumée, hein, donc je vous préviens, soyez pas surpris si vous m'entendez un peu parler du nez. Voilà, j'ai petit rhume. Voilà, donc je risque m'essouffler durant cette émission. Comme vous êtes fidèles, ça mérite bien quand même de montrer mon petit acolyte du matin. Voilà, j'ai mon sidekick ici pour présenter l'émission. Voilà, pas très très énergique. Heureusement, j'ai un peu plus d'énergie que lui. Mais ça commence à se réveiller là, hein. Il y a peut-être une nouvelle session de jeu qui va se déclencher. On espérera que la session de jeu va pas se déclencher sur le bureau. Hein, parce qu'avec tous les câbles, les claviers et les contrôles de générique, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous préviens, s'il y a un générique qui se lance à un moment un petit peu bizarre, c'est pas ma faute, ça sera Mozza qui est pas hyper synchro avec l'émission. Mais on va voir. Avant de l'accuser de sabotage d'émission, on va attendre de voir s'il le fait vraiment. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Mais de quoi va-t-on parler ce matin? Alors, je prends mon petit sommaire quand même. Alors, sans grande surprise, hein, vous l'avez vu dans le titre de l'émission ce matin. Évidemment, on va passer la plus grande partie de l'émission à débriefer un petit peu des annonces d'Apple, puisqu'il y a eu la fameuse conférence hier. Alors, la fameuse conférence. Pas forcément, parce que finalement, la fameuse conférence, c'est celle des iPhone 13 qu'on a eu en septembre. Mais de manière assez étonnante finalement, la conférence qui a eu lieu hier soir, plutôt pour annoncer des produits un peu moins stars, comme les MacBook Pro, les AirPods 3, les HomePod mini, etc., finalement, ont un peu volé la vedette à l'iPhone 13 cette année. Mais justement, on en parlera ensemble. On parlera un petit peu de toutes ces annonces-là. Et puis voilà. On parlera également de l'abonnement qui a été annoncé pour Apple Music. Vous me direz ce que vous en pensez dans la chatroom. Donc en tout cas, vous êtes prévenus, ceux qui n'aiment pas Apple ou qui ne sont pas intéressés, ce que je peux complètement comprendre, attendez votre tour, puisque ce soir, ce sera la conférence Google avec l'annonce du Pixel 6. Donc on parlera évidemment de qu'est-ce qui nous prépare. Donc ça sera plutôt des rumeurs, mais demain, vous inquiétez pas, Jérôme vous fera le débrief complet du coup de la keynote Google. Et puis il y aura aussi pour les fans, il y aura une after keynote ce soir pour vous débriefer aussi des annonces directement après les annonces Google. Voilà, donc on va parler un petit peu de qu'est-ce qui peut nous attendre pour le Pixel 6 quand même ce soir, parce que c'est quand même un petit peu excitant. Enfin, vous me direz hein, si vous êtes excité d'ailleurs. Et puis après, on enchaînera sur des petites brèves qui sont intéressantes, notamment la mise en place de la reconnaissance faciale dans 9 écoles au Royaume-Uni pour accélérer un petit peu le paiement lors des déjeuners des étudiants. Alors vous me direz si ça vous fait hérisser les poils, etc., parce que vous êtes allergique à tout ce qui est lié à la reconnaissance faciale. Et puis il y a des risques, hein, il y a des vrais risques avérés, donc on en parlera justement. De cette mise en place là. Et puis on parlera également de Canon qui se fait un petit peu à tirer les oreilles pour des pratiques pas
papa, pas très juste, on va dire, sur ces imprimantes all-in-one, vous savez, qui font imprimante, scanner, photocopieuse et compagnie, voilà. Donc voilà, il y a des pratiques qui n'ont pas été appréciées et qui étaient justement un peu étonnantes de la part de Canon. Et ben, ils se sont fait attaquer justement par rapport à ça. Donc restez connectés pour en savoir plus. Et puis on terminera l'émission, mais ça sera light parce que je vous ai déjà parlé de cette série il y a quelques années. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Mais comme c'est une série que j'apprécie particulièrement et que la saison 3 est sortie il y a peu, on fera un petit rappel de la série Sex Education, disponible sur Netflix, dont la saison 3 est sortie il y a peu. Voilà, c'était soit fin septembre, soit octobre. Voilà, et je vous ferai un petit débrief. J'essaierai de pas trop spoiler, mais je vous préviendrai, évidemment, pour ceux qui souhaitent rester, qui n'ont pas vu la saison 3, je vous préviendrai au cas où, si vous ne souhaitez pas entendre ou risquer des spoilers, évidemment. Voilà, je vous dirai pourquoi ça vaut la peine de regarder cette série. Voilà pour le sommaire, j'espère que ça vous plaît. Sinon, vous pouvez faire quelque chose de mieux, hein, si ça vous intéresse pas, évidemment, et vous pourrez retrouver Jérôme demain matin. Dans tous les cas. Papa, très juste. Oui, Florian, j'ai un petit bug ce matin là. Il va falloir être indulgent ce matin avec moi parce que j'ai les neurones qui sont pas complètement connectés là. Voilà, à la fin il meurt. Padawan là pour l'instant, non, il n'y a pas trop ce genre de spoiler. Voilà, donc je vous propose de commencer tranquillement avec le kawa. Et donc on commence pour débriefer un petit peu de la keynote Apple qui s'est déroulée donc hier soir, la seconde de la saison, pour le matériel qui est un peu moins phare que l'iPhone 13, mais finalement qui était mine de rien très attendu. Donc on va commencer un petit peu avec la mise à jour des MacBook Pro. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup dans la chatroom qui utilisent des MacBook Pro. On fera peut-être un petit sondage à un moment donné pour voir si vous êtes un peu hypé sur la mise à jour des MacBook Pro. Ça m'intéresse quand même. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, première mise à jour majeure des MacBook Pro depuis 2016. Rappelez-vous... la dernière mise à jour majeure, c'était quand même en 2016. Qu'est-ce qui s'était passé en 2016 ? Et à l'époque, on avait échangé pas mal de connecteurs pour des connecteurs USB-C, et notamment ça y est, le bug commence. J'étais bien sur ma lancée. Et là, le MagSafe, voilà. Donc, on avait troqué le MagSafe pour un port USB-C, ce qui avait attristé pas mal de personnes, puisque le MagSafe permettait de déconnecter de manière sécurisée le MacBook de son alimentation en cas de se prendre les pieds dans le tapis et plus précisément dans le câble. Voilà. Alors que l'USB-C, finalement, il y avait le MacBook Pro qui volait avec. Voilà, donc on avait troqué les ports, la majorité des ports pour des ports USB-C. On avait troqué aussi le clavier pour le fameux clavier Butterfly, dont on a pas mal entendu parler. On en a parlé dans le mug déjà. On avait également l'arrivée de la fameuse Touch Bar, cette barre d'écran tactile qui était au-dessus du clavier mécanique et qui permettait du coup d'avoir des touches qui étaient contextuelles au logiciel que vous étiez en train d'utiliser. Comme ça, vous ne saviez jamais quelle fonctionnalité vous pouviez utiliser avec cette touch bar. C'était un petit peu excitant comme fonctionnalité, mais pas forcément adopté. Voilà, il semblerait. Et puis ensuite on avait évidemment à l'époque les processeurs Intel. Alors ça c'était pas une nouveauté puisque c'était évidemment ce qu'on avait à l'époque.
Pourquoi les MacBook Pro sont importants pour Apple? Quand même, il faut remettre dans le contexte que les MacBook Pro, ou en tout cas les Mac, c'est quand même ce qu'utilisent majoritairement aussi les ingénieurs et les développeurs pour réaliser des applications pour iPhone et pour voilà, les applications d'iPhone, quoi, les applications iOS. Et donc du coup, c'est quand même assez intéressant de pas se fâcher avec cette frange d'utilisateurs et d'écouter leur retour quand on s'adresse à un marché professionnel. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais c'est bon, les développeurs et les ingénieurs iOS, il n'y a pas que eux qui utilisent des MacBook Pro. Je suis complètement d'accord, moi-même j'en utilise, donc je suis contente des avancées, mais voilà, il y avait quand même cette frange-là, et évidemment Apple a tout intérêt à leur faire plaisir, ou en tout cas à les écouter et à écouter leur retour. On me dit oui, il y avait également le port HDMI qui avait disparu, tout à fait, qui avait été largement critiqué. Il y avait également la SD, le lecteur SD qui avait disparu. Bref, c'était un peu la foire au périphérique ou au hub de périphérique qu'il fallait acheter en plus du coup de son MacBook Pro, tout à fait. Donc voilà. En plus, l'autre point quand même à pas négliger, c'est que les MacBook Pro sont quand même pas comme ils s'adressent à un public professionnel, c'est quand même pas des prix, comment dire, anecdotiques. Voilà, c'est quand même des machines professionnelles avec un prix qui, du coup, doit justifier, ou en tout cas une machine qui doit justifier son prix. Et donc quand on enlève un petit peu tous les ports utiles pour une personne qui travaille avec cet ordinateur de manière professionnelle, il y a de quoi râler derrière. Moi, j'ai fait partie, il y en a qui me connaissent et je pense qu'ils doivent savoir, j'ai fait partie des personnes qui râlaient justement de l'absence de certains ports. Même si j'étais contente de récupérer de l'USB-C. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les configurations pouvaient aller voilà, de $2000 à quelques configurations qui pouvaient aller jusqu'à $6000. Mais justement, si on s'intéresse un petit peu au dernier redesign, donc premier petit point moi qui m'a fait sourire, c'est que déjà ne serait-ce que le design, le form factor de la machine en tant que telle revient un petit peu aux premières générations de MacBook Pro qui étaient un peu plus arrondies et un petit peu moins anguleuse, notamment le dessus. Quand vous le fermiez, ça faisait un rectangle au bord arrondi, ce qui n'est pas du tout le cas des machines actuelles. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas hyper précautionneux de votre MacBook Pro, les angles vont se prendre des chocs. Je regarde le mien. Et non, moi ça va, j'en ai pris soin, quand même, surtout que c'est mon Mac Alan, donc mon Mac de la boîte, donc j'ai intérêt à en prendre soin. Mais non, ça va, il a pas de choc. Mais bon, avec ces angles aussi anguleux là, des dernières générations après 2016, ça pouvait risquer des petits chocs peut-être un peu plus visibles. En tout cas, c'est moins agréable aussi à prendre en main, puisque du coup, vous avez les angles qui rentrent dans la paume de la main. Mais bon, ça reste très très léger, mais en tout cas, moi, ça m'a fait sourire de revoir un form factor qui fait plus référence quand même aux premières générations. Ce qui est important aussi de regarder, c'est avec les changements initiés en 2016, ça commence à remonter, mine de rien, 5 ans à peu près, avec ces changements de 2016, finalement, ça a donné lieu à une période entre 2017 et 2020 où on a eu 8 des 10 trimestres avec une croissance soit stable, ou égale, soit négative sur la croissance du business des Mac. Donc clairement, il y a eu une sanction, alors c'est peut-être pas lié juste évidemment au MacBook Pro, mais en tout cas, il y a eu une certaine sanction en termes de business des Mac chez Apple avec cette période spécifique-là. Donc ça, c'est assez intéressant quand même à rappeler. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement avec justement les nouveautés? On va les résumer. Donc on garde quand même les connecteurs USB-C en grande majorité. C'est devenu quand même le standard du marché. Ça n'aurait pas été très logique qu'on revienne à l'ancien port, évidemment. Mais par contre, avec ça, on a un port HDMI qui fait son grand retour. Oui, vive l'HDMI, comme ça vous pourrez connecter vos écrans directement sans avoir un hub ridicule juste pour connecter un écran.
Donc voilà, ça c'est bienvenu. On a également le port SD card qui revient pour pouvoir télécharger ses photos. Donc là, on pense évidemment à tous les photographes professionnels, tous ceux voilà, qui travaillent avec des SD cards pour pouvoir décharger évidemment leur production directement sur leur Mac, encore une fois, sans avoir à acheter un hub externe. Et puis, on va avoir aussi le clavier. Alors, comme je vous le disais, on en avait pas mal parlé, hein, du fameux clavier butterfly, du clavier papillon, là, qui n'était pas très fiable et qui dysfonctionnait dès qu'il y avait de la poussière. C'était la queue de cheddar qui est revenue sur nettoyer Mozart. Bref, il y en a un qui fait la toilette à l'autre, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de baston sur le bureau. Donc je disais le clavier Butterfly donc, qui n'est plus là et on a le fameux Magic Keyboard qui est peut-être un peu plus épais mais en tout cas qui est fiable lui. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé, hein, Apple s'était fait attaquer en justice par une class action, une action de groupe hein, pour son clavier Butterfly, et puis il continue de le réparer gratuitement hein, pour ceux qui ont encore des problèmes avec le clavier Butterfly. On a également générique qui va se déclencher, excusez-moi. Je disais, on va avoir évidemment donc les processeurs, les puces qui ont changé, hein, qui étaient vraiment le clou du spectacle cette année, puisqu'on avait la M1, la première génération, qui a déjà été une démonstration de force pour Apple l'année dernière, mais là avec les MacBook Pro, on dit bonjour aux puces, donc les Pro, les M1 Pro et les M1 Max. Voilà, donc ça, qu'est-ce que ça va permettre? Alors évidemment, des meilleures performances, une meilleure gestion de la chaleur, parce que justement, on se plaignait que lorsqu'on faisait des tâches sur son MacBook Pro, on avait l'ordinateur qui avait tendance à chauffer sur les genoux. Et donc là, a priori, il y a quand même une meilleure gestion de la chaleur, de la circulation d'air avec ces puces-là. On va avoir une amélioration de la batterie qui a été quand même assez critique, qui a été quand même un avantage particulièrement fort sur les MacBook Pro. Donc là, autant vous dire que en termes, est-ce que j'ai des données sur la batterie? J'essaie de vous le retrouver. Je crois qu'il y avait une notion de 16 heures pour le M1 Pro et 21 heures pour le Max. Mais je ne retrouve pas exactement l'info. Ça sera peut-être dans l'autre article, je vous vérifie ça juste après. Donc voilà, une meilleure batterie, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc on a voilà, on n'a plus la fameuse touch bar, donc on dit adieu à la touch bar. C'est remplacé par la ligne de touche classique qui ne changera pas en fonction du logiciel. Et puis une grande touche Escape. Encore une fois, là, on pense quand même aussi aux développeurs qui l'utilisent très très souvent. Et donc, du coup, pouvoir y accéder facilement, c'est quand même assez intéressant. Il y a une baston sur le bureau, excusez-moi. C'est terrible, c'est terrible. C'est un mélange de baston et de lavage d'oreilles, mais j'essaie de limiter les risques de déclencher un générique ou de toucher le clavier. C'est pas gagné. Voilà. Donc voilà en tout cas pour les améliorations. Je lis un petit peu vos commentaires. Oui, c'est M1 Pro et M1 Max et pas M2, ouais, tout à fait. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit M2 dans la chatroom. Voilà en tout cas pour les améliorations. Je crois que j'ai tout dit. Hop. Ouais, je crois que c'est bon, hein. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est, je vous avais donné quelques chiffres comme quoi 8 trimestres sur 10 avaient été une croissance soit stable, soit négative, en tout cas pour le business de Mac. Et en tout cas, ce qu'on a vu avec justement depuis la sortie avec les nouveaux claviers et les nouveaux processeurs
made by Apple, c'est que justement la division Mac a une belle progression avec les 3 derniers trimestres, où ça a été les 3 meilleurs trimestres de tous les temps depuis 40 ans d'histoire de Mac. En tout cas, c'est ce que nous partage Tim Cook, hein. Donc voilà, c'est pas rien comme déclaration, avec des ventes de MacBook Pro qui ont augmenté de 33% par an. Alors, excusez-moi, mais on va essayer de... Donc, bonjour de Mozza, et puis on le remet là où il y a moins de risques. Voilà, ça a l'air de marcher. Voilà. Donc, a priori, ça va être quand même assez positif tout ce qui se passe autour des MacBook Pro. Est-ce que j'ai raté des choses? Donc les Mac adoptent la technologie mini LED et vont pouvoir faire varier leur taux de rafraîchissement aussi jusqu'à 120 Hz. Donc ça, on en avait déjà parlé, notamment pour les iPhones. Voilà, donc moins d'utilisation d'adaptateurs et de hubs. Donc ça, c'est bienvenu. Non, je pense que je vous ai tout dit, hein. Est-ce que j'ai la donnée sur la batterie pour vérifier si je vous ai pas dit de bêtises? Non, je sais pas où je l'ai vu, dans quel article je l'ai vu, ça. Donc on a le retour du MagSafe, ça bienvenue aussi. Oui, voilà, c'était là. Donc on a un modèle 14 pouces qui promet 17 heures de streaming vidéo, tandis que le modèle 16 pouces, donc c'était pas forcément lié au... Voilà, le modèle 16 pouces qui fait grimper ce chiffre à 21 heures. Voilà, d'autonomie. Donc quand même des performances en termes d'autonomie qui sont assez impressionnantes. Moi, ça me fait assez rêver. Autant vous dire. Les MacBook Pro ont été en précommande dès la fin de la keynote. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez sauter dessus. Et pour vous donner une idée un peu du prix, donc on a le M1 Pro. Donc les MacBook Pro 14 pouces avec le M1 Pro CPU 8 cœurs, GPU 14 cœurs qui commence à 2249 euros. Et puis on va avoir le MacBook Pro 16 pouces si on est sur des configurations de base qui sera avec un M1 Pro CPU 10 cœurs, GPU 16 cœurs, qui lui démarrera à 2749 euros, tandis que son équivalent en 14 pouces sera à 2519. Si on regarde sur les configurations maximales, enfin boostées pas mal quoi, on a le MacBook Pro 14 pouces, un main max ici, donc changement de puce, CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs, lui qui va taper dans les 3439 euros. Et puis on va avoir le MacBook Pro 16 pouces, donc équivalent en termes de configuration, qui va aller taper dans les 3619 euros. Donc c'est pas donné, mais on est sur quand même des bêtes de course ici. Tous les prix là que je viens de mentionner concernent les versions 512 Go de SSD et 16 Go ou 32 Go de RAM. Voilà, en fonction du modèle 14 ou 16 pouces. Voilà. Mais comme je vous le disais, le prix de la machine la mieux équipée peut monter quand même jusqu'à 6839 euros. Mais bon, là voilà, il faut justifier cette configuration, quoi, hein. Comme je vous le disais. Ça reste des machines pro aussi, hein. Donc à voir. Donc je vais quand même faire un petit poll parce que je suis curieuse de voir si vous êtes hypé dans la chatroom, s'il y en a qui rêvent du MacBook Pro. Alors attendez, parce que j'ai des câbles un petit peu partout au niveau du clavier. Hop. Voilà. Et donc... est-ce que le nouveau Mac, les nouveaux, parce qu'on a plusieurs quand même, les nouveaux MacBook Pro vous tentent? Mais là, on peut faire même rêve, quoi. C'est-à-dire même si vous n'avez pas le budget, quoi. Hop, et voilà. Et donc, commencer le sondage. C'est parti dans la chatroom, votez. Est-ce que les nouveaux MacBook Pro vous tentent? Absolument, oui, pourquoi pas.
pas vraiment, pas du tout. Voilà, alors j'ai pas eu le temps de saisir les emojis, mais en gros, le pas du tout, vous avez l'emoji qui vomit. Voilà. Euh, mais moi, je peux voter, Ouais, je vote. Je vote parce que moi, c'est absolument, absolument, j'ai trop envie, mais je n'ai aucune raison de changer de MacBook Pro. C'est ça qui est terrible, terrible, terrible. Je n'ai aucune raison. Mon MacBook fonctionne très bien. Là, on est quand même, on est sur des Apple fanboys. Après, il faut se dire, hein, on est sur un mug où j'avais déjà prévenu qu'on allait parler principalement d'Apple, donc je suis pas très très étonnée hein, des scores. On est quand même pour l'instant jusqu'à à 53%, plus de 50% sur du absolument, hein, absolument top top motivation. On a 11% pardon à oui et 15% pourquoi pas. Et on est à 23% en pas vraiment ou pas du tout. Donc voilà, quand même grosse majorité. On est motivé sur le MacBook Pro. J'ai un petit peu vos commentaires. Je l'ai sur la surface. J'ai répondu oui, mais en fait, j'en aurais pas l'usage. J'ai un Pro 13 pouces en M1 en 16 Go et 512 et il est déjà surpuissant pour mon utilisation. Ouais, Léo en fait a déjà craqué en fait sur le 13 pouces. Là, je nous dis, je suis hyper, mais jusque là, mon MacBook Pro M1 malgré du montage 4K régulièrement, ne m'a donné aucun signe de faiblesse, me donnant aucune raison de changer. Ouais, c'est sûr que si vous avez craqué pour le M1 de l'année dernière, voilà, il n'y a pas vraiment de raison de changer, mais ça montre quand même que vous étiez déjà hypé, en fait, par les nouvelles puces Apple, quoi. Alors, je regarde, ouais, ce qu'a gagné, on est vraiment à 50% quand même de absolument, hein. Chapeau. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas dans la chatroom. 50% de absolument, 66, 76, 79% comme... Ah non, pardon. 66 et le oui, 78% quand même de motivés, hein. Entre le pourquoi pas et oui et absolument, on a quand même 78% de personnes motivées. Pas mal, pas mal. Voilà, c'est joli, joli. Voilà en tout cas pour les MacBook Pro. On enchaîne parce qu'ils n'ont pas annoncé que les MacBook Pro. Je vous ai même pas montré à quoi ils ressemblaient les MacBook Pro. C'est incroyable. Moi, j'ai pas la photo qui montre vraiment le bord arrondi. Peut-être là. Je vais vous le montrer. Voilà, voilà. Hop, voilà. Donc quand même, on parlait de la bête. Il fallait quand même la montrer. Donc vous pouvez voir un petit peu que le dessous là, les bords sur le côté gauche et droit, là, au-dessous, ils sont quand même beaucoup plus arrondis que ce qu'on a actuellement. Donc c'est droit aussi, alors que nous, sur la dernière génération des MacBook Pro, c'est un petit peu bombé en dessous finalement, mais c'est beaucoup plus anguleux, quoi. Voilà, comme ça vous l'avez vu. Est-ce que j'ai une autre photo? Est-ce que je... Hop, hop, hop. Voilà, j'ai la photo du dessus là, pareil. Vous allez voir que quand on ferme, finalement, ça vous fait un rectangle un peu arrondi là. Voilà. Comme ça, vous l'avez vu. Hop. Donc je vous propose qu'on passe à la suite. Et la suite, c'est évidemment les AirPods. AirPods, bah, j'en profite aussi pour vous montrer la photo s'il veut. Hop. Voilà. Donc la nouvelle génération d'AirPods. Alors, nouvelle génération, c'est plutôt une nouvelle arrivée finalement dans la gamme AirPods, puisque ils vont pas venir remplacer forcément les AirPods Pro ou les AirPods 2. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils viennent s'insérer finalement dans la gamme déjà existante. Donc on va voir comment justement ils se positionnent. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de ces nouveaux AirPods, pardon. Donc il faut un peu peau neuve avec une troisième génération qui ressemble quand même un peu aux AirPods 2, hein, puisqu'ils ont une tige, ils n'ont pas d'embout adaptable en fonction des oreilles, c'est pas des intra-auriculaires. Voilà. Mais après, ils ont tout d'un grand
à part une fonctionnalité de réduction de bruit. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé en termes de design? Donc on a la tige qui s'est quand même pas mal réduite, la tige des AirPods qui était quand même la marque de fabrique finalement d'Apple. Rappelez-vous la première génération des AirPods, comment tout le monde se moquait des fameuses tiges des AirPods, mais qui finalement était un signe très très reconnaissable et distinctif des écouteurs Bluetooth d'Apple. Et finalement, on a eu beau s'en moquer, l'adoption et le succès des AirPods a été vraiment fulgurant. Moi, j'ai été la première à m'en moquer, hein. D'abord, je m'étais dit jamais ça va tenir dans l'oreille. Moi, j'ai horreur des écouteurs qui sont pas intra-auriculaires. Parce que d'abord, ça s'adapte mal à mon oreille, ça tient pas, ça tombe, etc. Puis en fait, moi je préfère. Mais ça, c'est vraiment deux écoles. Ça veut pas dire qu'il y a des écouteurs qui sont mieux que l'autre. C'est juste un confort d'usage aussi. Donc c'est vrai qu'à l'époque, moi je boudais. Et j'ai craqué avec les AirPods Pro, mais qui sont quand même un budget assez conséquent quand même, hein. Et clairement, ici, on est dans l'entre-deux avec cette nouvelle génération. Donc évidemment, donc ces AirPods 3, ils sont clairement mieux que les AirPods 2, mais moins bien que les AirPods Pro. Donc clairement, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité d'e-Siri, les commandes vocales avec les AirPods 3. Vous allez pouvoir bénéficier de la charge sans fil. En plus, ils ont revu un petit peu le boîtier des AirPods, donc il est compatible MagSafe avec le petit aimant disponible. On va pas avoir les embouts interchangeables, donc ça c'est ce qui manque, hein. Il n'y a que les AirPods Pro qui continuent à avoir les embouts interchangeables. Vous bénéficiez quand même de l'audio spatial avec les AirPods 3, ce qui est mieux que du coup les AirPods 2 qui ne l'ont pas. Et du coup en termes de prix, comment ça se positionne? Alors pour rappel, on a les AirPods 2 qui vont baisser à 149 €, donc ils passent sous la barre des 150, ce qui est quand même assez intéressant et rend les AirPods 2 plus facilement accessibles. On a les AirPods 3 qui, eux, qui arrivent, puisque voilà, ils viennent d'arriver à 199 €, hein, donc on a voilà, 50 € quand même de plus, hein, mais ils sont quand même sous la barre des 200 €, ce qui permet quand même d'avoir un prix un peu plus attractif que les AirPods Pro, qui sont en termes de prix très loin. Ils sont dans les hautes sphères, hein, 279 € pour les AirPods Pro. Donc je trouve que du coup, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Jérôme et Guillaume ont pu dire hier soir. Je trouve que justement on est sur une gamme de prix qui est assez cohérente, avec une vraie différence de prix pour chaque type d'AirPod. Et moi, je vois très bien les gens qui tiennent pas absolument, par exemple, à la réduction de bruit active avec les AirPods Pro, qui vont essayer, ou les embouts interchangeables, qui vont vouloir être un peu plus attirés par les AirPods 3 ou même les AirPods 2. Parce que du coup, en fonction de la bourse, voilà, on est sur du 150 ou du 200 €, ce qui rend quand même la chose plus accessible. Alors après, oui, les prix que je mentionne, c'est pas les prix lors des opérations de réduction de Black Friday et compagnie. Et c'est vrai que des fois, on trouve les AirPods Pro à des prix plus attractifs. Mais ce sera peut-être le cas aussi des AirPods 3 et des AirPods 2, hein. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà en tout cas le positionnement prix. Et je trouve que ça fait une gamme plutôt cohérente avec une différence de prix suffisamment grande pour pas cannibaliser l'attractivité d'un produit ou de l'autre, quoi. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Comme quoi on n'est pas tout le temps d'accord entre Jérôme, Guillaume et moi, hein. Voilà. Mais comme c'est mon mug, voilà mon avis. On nous dit, ISAP nous dit que les AirPods Pro sont souvent à 200 € sur Amazon. Ouais, mais du coup, voilà, comme ça vous le saurez, il y aura peut-être des réductions sur les AirPods 3, hein, on n'en sait rien. De toute façon, il y a le Black Friday qui arrive pour ceux qui se posent des questions, donc ça sera peut-être à ce moment-là qu'on verra des opérations intéressantes, mais ouvrez l'œil, quoi. Mais en tout cas, les prix standards sont ceux que j'ai mentionnés. Alors évidemment, après, on retrouve tout ce qui est un peu attendu autour des AirPods, une intégration idéale au sein de l'écosystème iOS, avec la puce H1, la fameuse commande vocale d'e-Siri que j'avais mentionnée, une recherche sans fil avec un nouveau boîtier plus adapté, hein.
Toujours le boîtier équipé d'un port Lightning et compatible MagSafe. On a un rendu audio spatial ou encore des tiges tactiles pour gérer la lecture, où vous pouvez appuyer et commander votre lecture. En termes d'autonomie, Apple promet une autonomie de 6 heures. De 6 heures et de 30 heures en tout, c'est-à-dire avec les recharges disponibles avec le boîtier, contre 5 heures pour les AirPods 2 et 24 heures en tout. Donc il y a quand même une légère augmentation, bienvenue, toujours bienvenue. Moi, c'est ce que j'avais un peu regretté sur mes AirPods Pro, et en plus, moi, j'avais les AirPods Pro. Mais ce que j'avais un peu regretté, c'est que si on écoute vraiment la musique toute la journée, il faut quand même, il faut quand même recharger avec le boîtier. Mais bon, j'avais tenu quand même avec le boîtier. La petite nouveauté quand même en termes d'entrailles pour les AirPods, c'est un transducteur flambant neuf qui est capable d'assurer notamment de meilleures basses et aussi des AirPods qui sont résistants à l'eau et à la transpiration avec une certification IPX4. Voilà, donc ça c'est quand même bienvenu pour ceux qui font du sport et compagnie, qui courent sous la pluie, ce genre de choses. Ça va permettre d'être quand même un peu plus résistant, puisque finalement c'est quand même un usage qu'on voit. Même moi j'étais étonnée, courir avec les AirPods Pro, c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit, j'aurais trop peur de les perdre, mais finalement beaucoup de personnes utilisent leurs AirPods 3 leurs AirPods pour faire du sport. L'autre chose qu'il faut mentionner et qui est intéressant avec les commandes vocales, c'est le lancement d'un nouvel abonnement par Apple, un nouvel abonnement Apple Music qui s'appelle Voice. Pourquoi il s'appelle Voice ? Tout simplement parce que c'est un abonnement qui est d'abord moins cher, à 4,99€ par mois, mais uniquement compatible avec des commandes vocales, notamment via Siri. Ouais. Désolée, j'ai dû déclencher la commande chez vous. J'espère que ça va aller. Moi, j'ai déclenché chez moi. Toutes mes excuses. Donc voilà, donc avec la commande uniquement, la commande vocale. Et donc, les abonnés avec cet abonnement Voice seront privés des fonctionnalités comme l'audio spatial et la qualité lossless. Mais en même temps, quand on est prêt à faire un compromis sur le prix, il faut voir justement qu'est-ce qu'on peut retirer. Mais du coup, honnêtement, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Alors moi, je n'ai pas regardé la keynote. Alors j'ai peut-être raté très certainement des informations ou des démos, mais j'ai un petit peu du mal à comprendre quel type d'expérience on va avoir uniquement avec des commandes vocales. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas accès à l'application Apple Music ? Ce qui est un peu gênant parce que c'est là où je fais mes playlists, par exemple. Est-ce que je peux pas ? Ça veut dire que je peux pas cliquer dans Apple Music pour lancer une playlist, ce qui serait quand même un petit peu étrange. Bref, je suis assez dubitative de comment ça va fonctionner en termes d'expérience. Je serais très curieuse de voir comment ça marche. Alors là où clairement ça me montre que Apple veut renforcer vraiment l'adoption des commandes vocales. Si vous achetez ou si vous avez d'ailleurs des AirPods, vous allez voir qu'il essaye de mettre à fond l'accent sur les commandes vocales et de démocratiser l'adoption des commandes vocales, notamment lorsque vous recevez un SMS, il va vous lire le SMS directement dans les écouteurs et va vous apprendre à utiliser les commandes vocales en vous disant à la fin de la lecture d'un SMS, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les commandes répondre, les commandes répéter, etc. pour pouvoir interagir avec le SMS, avec les commandes vocales. Et ça marche bien parce qu'en fait, à force de répéter, ça m'est arrivé, moi, de l'utiliser. Donc comme quoi, c'est assez efficace comme stratégie. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de renforcer ça. Je crois que justement, c'est des playlists déjà faites, non ? Genre une prédestinée pour le sport, mais pas sûr. Ouais, Dragonfly, je sais pas. Je suis vraiment perplexe. Donc à voir. À voir comment ça va être au niveau de l'expérience concrètement. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir un abonnement qui soit accessible en termes de prix. C'est une bonne entrée de gamme aussi, quoi. Donc à voir. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour les AirPods. Mais c'est déjà pas mal. Et puis on termine avec le dernier produit qui a été annoncé hier soir. Mais quand tu écoutes un podcast dans la rue et que Siri te lit un SMS reçu, plus le message pour y répondre, tu ne trouves pas ça lourd ? M. Wendigo, écoute, je reçois pas
tant de SMS que ça pour que ça m'ennuie. Euh, je réfléchis. Je réfléchis. Non, mais en fait, comme je vais au boulot sur une base de 2 jours par semaine, finalement, ça me fait quoi? 4 trajets à pied à faire de 40 minutes. Et ouais, je reçois pas tout le temps des SMS pendant ces périodes-là. Donc en fait, je le reçois pas à une fréquence qui me gêne. Mais ça me dérangerait pas de pas savoir le contenu du SMS, que ça interrompt pas ma lecture et que j'ai à sortir mon téléphone. Parce que je privilégierais ma lecture au SMS. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux peut-être désactiver. C'est juste que j'ai pas fait l'effort de regarder. Les AirPods 3, on peut charger autrement qu'avec le MagSafe. Oui, le boîtier a toujours le branchement Lightning. Donc oui, oui, oui. Pas de souci là-dessus, hein. Ils n'ont pas enlevé la connexion Lightning. Voilà. Et donc, dernier produit, et je vous montre, parce que une image ici sera quand même beaucoup, beaucoup plus parlante, c'est des nouvelles variantes du HomePod mini avec des couleurs. Et oui, 3 nouvelles couleurs qui rejoignent donc la version gris foncé, la version gris clair. On a donc le fameux orange, le jaune et l'espèce de bleu océan qui font leur arrivée du coup dans la Galaxy HomePod mini. Voilà, donc pas vraiment de nouveautés techniques ici, hein. On est vraiment sur un équivalent en termes de technologie, mais on a un angle de customisation par rapport à votre intérieur, par rapport voilà, à la touche décoration. En effet, ces enceintes, il y a quand même un goût de décoration qui va rentrer en jeu. Et donc du coup, je trouve ça assez malin d'étendre du coup la gamme de couleurs des HomePod mini pour proposer d'autres variantes. Donc ils ont le même prix, hein, 99 dollars, pardon, et seront disponibles le mois prochain. Mais voilà, donc pour ceux qui avaient déjà des HomePod mini mais qui n'étaient pas super peut-être alignés avec leur déco, qui ont des pièces, qui ont des couleurs un peu spécifiques, vous pourrez potentiellement les adapter avec ce nouveau choix de couleurs. Je regarde un petit peu vos commentaires. Quelle est ta couleur préférée? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je trouve que les couleurs qui sont proposées correspondent pas vraiment à mon intérieur. Donc en fait, je suis pas hyper convaincue. Ni le jaune, ni le orange. L'orange à la rigueur, mais en fait, on a du terracotta et là, c'est vraiment orange-orange. Donc ça fait un peu tache. Après, on a un peu après, on a un peu du vert d'eau ou une tendance verte. Du coup, le bleu océan irait pas non plus trop avec. Après, les couleurs en elles-mêmes, je les trouve jolies. Je trouve que le jaune est un peu acide. Un peu trop acide à mon goût. J'aurais fait un jaune un peu plus chaud. Un peu plus tendance... avec un peu plus d'orange, un peu plus de rouge dedans. Mais bon, il aurait peut-être été un peu trop proche du orange. Et en fait, c'est vrai que là, les 3 couleurs, quand on les présente comme ça, sont suffisamment différentes pour fonctionner très bien toutes les 3 ensemble. Mais finalement, quand tu les prends séparément, bah, le jaune, je le trouve quand même un peu trop acide à mon goût. Voilà. Mais après, le orange et le bleu, je les trouve très, très réussis. Voilà. Après, il faut voir si ça matche un petit peu votre intérieur. Il manque le vert, ouais. Bah, il manque plein de couleurs, hein. Voilà, ils sont obligés de faire un choix pour voir déjà s'il y a un appétit au niveau des couleurs. Et peut-être que finalement, si ça fonctionne bien pour ces 3 couleurs-là, ils étendront peut-être avec d'autres couleurs. À voir. C'est pour matcher avec les iMac. Oui, oui, tout à fait. À Lyug, on pourrait se dire que les iMac, ils ont plus de couleurs proposées d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça peut créer un ensemble assez sympa dans votre bureau si vous avez déjà un iMac d'une certaine couleur. Ils sont trop beaux là, les iMac en couleur. Ouais, c'est tout à fait sorcier. C'est hyper compliqué à gérer pour les stocks. Dès que vous avez des variantes de couleurs, c'est un peu la galère en termes de stock. Que ce soit en termes de production, de stock dans les magasins et compagnie. Voilà. Pour ceux qui manquent du vert, qui se plaignent de ne pas avoir le vert, on a l'orange qui nous dit tu regardes le bleu et le jaune chacun très vite. Comme ça mélange les couleurs. Pas mal, pas mal.
Après, ça revient cher quand même, hein, et puis c'est un peu fatigant pour les yeux quand même, mais bon. Pas mal, pas mal, pas mal comme astuce. Voilà en tout cas pour les annonces Apple. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées dans la chatroom que j'aurais dû mentionner? Est-ce que vous avez regardé la conférence? Est-ce que ça vous a plu? Parce que la conférence, moi, j'ai vu pas mal de retours sur Twitter comme quoi elle était même mieux que celle de septembre. Petite pause thé. Pas de Mac mini, ouais. Tsuna71 est déçu. Pas de Mac mini annoncé, ouais. Sur, sur Newt est d'accord. Super keynote, il nous dit. Ouais, ça avait l'air assez bien foutu. Franchement, très cool. Bonne musique, des couleurs, donc très sympa. Les keynotes depuis le Covid sont meilleures. Ouais, c'est clair que franchement, Apple, tout le monde se demandait comment on allait pouvoir passer sur des keynotes comme ça à distance. Et en fait, ils ont vraiment up leur game de toutes les marques. Ce sont les keynotes les plus captivantes. Et en fait, ils sont même, j'ai l'impression, plus à l'aise finalement dans ces keynotes à distance et désynchronisées que en réel, quoi. J'ai un petit réveil là. Il y avait juste 70 graphiques de trop. Le mug de 10 litres. Ouais, comme je suis malade, je me réconforte avec des grands mugs. Super Keynote, même si niveau budget, je ne pourrais pas me permettre d'upgrade mes produits, mais bravo à eux, ils ont du matos de fou. Ouais, c'est clair que ça fait envie, ouais. Je perds pas mon temps à regarder la con, je regarde directement le débrief de Notech et les tweets de fin. Oui, t'as raison, hein, moi c'est ce que j'ai fait aussi. Le retour de l'iMac Pro aurait été bien. Ouais, mais ça c'était un peu tiré par les cheveux. Ah oui, l'encoche des écrans des MacBook Pro, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est un très bon point. Il y a maintenant une encoche des MacBook Pro parce qu'en fait, ils ont voulu agrandir un peu au maximum la dalle du MacBook tout en restant sur du 14 et du 16 pouces pour l'instant. Mais du coup, bah, en agrandissant, ça veut dire qu'il faut quand même faire une fameuse encoche pour la webcam tout simplement du MacBook. Donc on a moins de bandes en haut et un rendu peut-être un peu plus harmonieux. Et en fait, maintenant que les gens se sont habitués à cette encoche sur les iPhones, ils se sont dit, enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, hein, les gens étaient capables de s'habituer à l'encoche sur l'iPhone, donc on va faire la même chose finalement sur le MacBook Pro pour avoir une dalle plus grande. Ah oui, la chiffonnette, oui. Ouais, il y a eu pas mal de petits mèmes sur Twitter avec Apple qui sort sa chiffonnette. Oui, c'est cheddar là, il est en mode tété là. Voilà, il essaye de choper mon nez, mais j'essaie de le distraire avec mon pouce parce que j'ai pas trop envie qu'il me morde le nez. Trop de mignonnettitude, je me désabonne. Bonjour Marion, ça te dit de prendre un MacBook Pro, tu prendrais lequel avec des options? Trust No One, ouais. Et puis après, on enchaîne avec les dernières news parce qu'il est déjà 8h48. Alors, quel Mac je prendrais? Alors, moi, j'en ai pas d'utilité parce qu'en fait, au quotidien, je me rends compte que j'utilise même plus mon MacBook perso parce que j'en avais un perso de. Quelle génération? Avant 2016, donc il commence à dater hein, mon Mac. Il faudrait que je le revende d'ailleurs parce qu'il fonctionne encore très bien. Mais du coup, qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais un 16 pouces. Je prendrais un 16 pouces parce que même si je comprends le confort du 14 pouces, en fait, quand j'ai pas de second écran et que je dois travailler dessus, bah en fait, le 16 pouces, ça me permet quand même d'avoir un écran suffisamment grand, surtout quand je dois faire des maquettes, etc. Donc c'est pratique, même si c'est plus encombrant. Euh, je prendrais un boost en termes de RAM, parce que je fais quand même tourner des logiciels qui peuvent être assez gourmands, notamment Photoshop, Illustrator, InDesign et tout, ils sont assez gourmands. Bon, Figma, c'est plutôt ok pour l'instant, mais voilà, donc j'ai quand même pas mal besoin de puissance. En termes de stockage, pas vraiment. Je pense du 512 ou 1 giga
enfin non, 1 Tera, 512 Go ou 1 Tera max en termes de stockage, j'ai pas besoin. Ah, Mozza, le clavier. J'ai pas besoin de plus. Donc voilà, je suis désolée, c'est le... Non, on ne mord pas son frère. Pas dans mes bras. Bon. Euh, on va les reposer parce que ça va pas être gérable tout ça. On lâche Mazza, Cheddar, hop, et on met les deux chats ici. Voilà. Donc voilà, principalement donc MacBook Pro 16 pouces, je voudrais bien quand même la puce la plus puissante avec donc pas mal de RAM, pas vraiment beaucoup de stockage. Voilà, je pense que je m'amuserais peut-être à faire une config, mais de toute façon, c'est pas comme si j'allais en acheter. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué, je suis toujours en live, tout va bien. Oui. Chat ici dans direct. C'est Mozza ouais, qui a. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un carré qui est apparu sur mon écran. Voilà. Oui, et donc la fameuse chiffonnette, pour terminer sur la fameuse chiffonnette, Apple a sorti une petite chiffonnette qui a bien fait rire, qui est à 25 €, donc hors de prix, qui serait la meilleure chiffonnette du monde pour enlever toutes les traces de doigts sur vos écrans. Voilà. C'est Jérôme qui paie. Non, mais non, attends. Nowtech est pas quand même à un niveau où on peut se permettre d'avoir des cadeaux en MacBook Pro boosté. Hein. Faut quand même redescendre sur Terre. Hein. Ouais, là, je crois que la chiffonnette est à 25 €, je crois. Le chat vient d'acheter 3 M1 Pro. C'est pas moi, c'est le chat. C'est pas moi, c'est le chat. Ça m'aurait plutôt bien plu. Alors non, pas le keyboard. Non, pas le clavier. On va descendre. Hein. Si vous commencez à faire les fous sur le bureau, on descend. Hein. Non, on ne mord pas les câbles. Excusez-moi, j'espère que je vous ai pas hurlé dans les oreilles. Tu utilises que ton ordi pro et iPad alors Ouais, exactement. J'utilise mon ordi pro qui est quoi? Je peux vous dire ça en direct. C'est un MacBook Pro 16 pouces de 2019 avec un processeur de 2,6 GHz et mémoire de 32 Go. Donc vous voyez, on booste un peu hein, quand même la mémoire pour être confortable sur les logiciels. Et puis voilà. Et puis je pense que j'ai 1 Tera en termes de stockage. Je suis pas sûre. Voilà. Non. Ah, tu veux descendre? Non, on descend? Je sais pas sur quoi il a appuyé. Je suis toujours en live? Oui, je suis toujours en live. Voilà. Je pense attendre encore 2 ans minimum quand il aura 3-4 ans pour le changer. Il y aura encore des meilleurs. Ouais. Bref, on enchaîne. On arrête de parler d'Apple. Et cette fois-ci, on parle sur le deuxième géant de la tech qui fait sa keynote cette semaine. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 3 keynotes hein, cette semaine. Il y avait lundi Apple, mardi Google, on va en parler. Et puis mercredi, je crois que c'est mercredi, hein, il y a Samsung. On ne sait pas ce qu'ils vont annoncer, de la customisation de leur smartphone et compagnie. On n'a pas encore trop de clarté. Mais là où on a de la clarté... Je suis désolée, il y en a un qui s'est cassé la gueule en essayant de choper ma main. Là où on a de la clarté, c'est Google. Google. Et alors attendez, je vais vous prendre l'article où on a un peu toutes les infos. C'est un article de Fun Android et qui nous dit donc cette année, Google proposerait donc le Pixel 6 au prix de départ de 649 € en Europe. Et le Pixel 6 Pro, donc 2 variantes, hein, avec un prix de 899 €, donc les deux sur le marché européen. Donc a priori, ces tarifs ont été confirmés parce qu'il y a une publicité qui a été diffusée avant l'heure en Australie. Donc voilà. On arrête de mordre son frère. C'est un petit peu intense ce matin. Voilà, donc il y a une pub qui a été diffusée, donc c'est pour ça qu'on aurait à peu près les prix a priori. De toute façon, à peu près tout a leaké hein, sur le Pixel 6, donc c'est assez rigolo. On a également des rumeurs sur des bons de réduction qui seraient prêts aussi pour les Pixel 6 dans certains pays, et ça serait pas étonnant que ça soit disponible en France, puisque l'année dernière, ça s'était passé, les bons de réduction étaient disponibles également pour le Pixel 5. Voilà, les précommandes, on mord pas le MacBook Pro Cheddar. On va les faire descendre. C'est pas gérable tout ça. Hein.
Donc, je disais, les précommandes du Pixel 6, ça sera à partir du 19 octobre jusqu'au 27 octobre prochain. À savoir qu'il y a de fortes chances, en tout cas rumeur, hein, encore une fois, que Google offre un casque Bose Headphone 700 qu'on a testé sur la chaîne. Donc, si vous êtes curieux, allez voir la vidéo. Le Bose Headphone 700 d'une valeur de 279 euros lors d'un achat d'un Pixel 6. Et puis, ça serait pas étonnant, puisqu'on se rappelle aussi que l'année dernière, lors du Pixel 5, Ton layout a disparu, le chat a enlevé l'horloge et tout. j'ai plus de layout. Ok. Oui. Attends, je peux. Ouais. Vous voyez, voilà, le chat n'a pas interrompu l'émission, mais il a enlevé le layout. Merde, Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a supprimé. Attends une seconde. Non, bah écoute, tant pis, on termine sur layout. Désolé, bonjour les gens. C'était la tech du chat qui a décidé d'enlever le sponsor, mais on en parlera quand même. Qu'est-ce qu'il a fait Et qui a enlevé les contributeurs. C'est pas bien. C'est Mozart qui a marché sur le clavier. On résoudra ça pour la prochaine émission. C'est les risques des chats en direct. Voilà, comme je vous le disais, il y a des risques de sabotage avec les chats sur le bureau. Mais là, ils sont partis, donc on va pouvoir continuer les articles. Donc voilà, donc forte chance d'avoir un casque Bose 700 offert pour l'achat d'un Pixel 6 ou une précommande, pardon. Pas l'achat, mais d'une précommande d'un Pixel 6, puisque l'année dernière, pour le Pixel 5, il l'avait fait avec un casque QC35-2 de Bose, qu'on aime beaucoup, d'ailleurs. Donc ça sera sûrement disponible aussi en France. On va avoir plusieurs coloris, je vais y revenir après quand je vous montrerai la photo. Parce qu'en fait, en termes de design, ils sont assez particuliers, avec une bande qui est protubérante à l'arrière du smartphone, où il y aura tous les capteurs et le flash qui vont être rassemblés. Donc ça, c'est un parti pris en termes de design qui est assez fort, que ça plaise ou pas, mais en tout cas, c'est un vrai parti pris. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le fameux abonnement qui va être annoncé, le Pixel Pass, qui est un peu similaire au pack Apple One avec un bundle des différents services de Google. Mais en plus de ça, vous pourrez aussi renouveler votre smartphone Pixel chaque année. Donc ça, c'est assez intéressant. En termes de date de sortie... Donc voilà, ils présenteront donc le Pixel 6 ce soir à 19h. Donc ne ratez pas l'after keynote sur Naotech sur Twitch. Voilà, il y aura une sortie officielle sur le marché le 28 octobre, puisque je vous avais dit que les précommandes c'était du 19 au 27. Donc voilà. Et autre chose à retenir pour les fans de chargeurs dans les boîtes, il n'y aura pas de chargeur dans la boîte du Pixel 6. Donc voilà, vous pourrez râler, mais en même temps, l'environnement ou la planète sera un peu plus contente. Il y a de fortes chances qu'on ait tous déjà des chargeurs qu'on accumule dans nos boîtes. Voilà, si c'est pas le cas, vous pourrez quand même le recharger avec un câble, mais il n'y aura pas de chargeur disponible et vendu directement dans la boîte. En termes de capteurs, donc c'est ce que je vous disais, on a la fameuse bande qui s'étale sur l'arrière, on n'a plus de traces du capteur d'empreinte que l'on retrouvait au dos. A priori, on va retourner sur quelque chose qui est sous l'écran, un scanner qui serait placé sur la partie inférieure de la dalle. Également le retour de la reconnaissance faciale avec le Pixel 6 qu'on n'avait pas eu sur le Pixel 5. En termes de finition, sur le modèle Pro, a priori, on va avoir un cadre en aluminium légèrement poli, tandis que le modèle standard, lui, va se doter d'une finition en aluminium mat. Voilà. On va également avoir de la résistance à l'eau, puisqu'en fait, on a eu un leak de Evan Blass qui a montré des images promotionnelles qui mettaient pas mal l'emphase sur justement la résistance à l'eau. Donc, a priori, les Pixel 6 et 6 Pro seraient certifiés IP68, hein, comme a priori la majorité des concurrents, donc c'est assez logique qu'ils s'alignent. Voilà, on restera en termes d'écran sur du Full HD+, à 1080p, qui est largement suffisant pour la diagonale hein, qu'on a sur les deux écrans. On a une diagonale de 6,4 pouces, en tout cas, on a un écran de 6,4 pouces AMOLED pour le Pixel 6, et on aurait un écran de 6,71 pouces pour le Pixel 6 Pro. Voilà, on a évidemment encore une fois la fréquence de rafraîchissement qui passe du 90 Hz depuis les Pixel 4 au 120 Hz toujours là. Voilà.
Les deux smartphones aussi disposeraient d'un mode Always On Display qui serait particulièrement économe, donc ça c'est assez malin en termes d'énergie. Puis un taux de rafraîchissement qui peut diminuer jusqu'à 10 Hz, donc là aussi on va économiser un peu de batterie. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là-dessus, on va avoir une puce qui sera dédiée à la sécurité aussi. Donc ça montre aussi l'accent mis sur la sécurité. Voilà. Donc en tout cas, si vous souhaitez suivre un peu plus, n'hésitez pas à suivre la conférence ce soir, ou en tout cas au moins l'after keynote avec Jérôme et Guillaume. Voilà. Elle va servir à quoi juste la keynote de Google si on sait tous. Tu sais, c'est quand même un événement marketing, hein. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant tous les leaks qu'on a pu voir, mais à voir. Est-ce qu'ils vont encore réussir à nous surprendre ou pas? Vous pourrez débriefer avec Jérôme demain. Allez, on enchaîne, on termine avec les deux petites brèves que je voulais mentionner ce matin avant de passer à la tartine, qui sera plutôt une cerise sur le croissant d'ailleurs, qui sera pas une tartine, parce qu'on va faire court quand même. Je vous ai déjà parlé de la série. Mais du coup, on va parler de reconnaissance faciale dans les écoles au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui se passe plus précisément? En fait, il y a 9 écoles en Grande-Bretagne, ou en tout cas au Royaume-Uni, on va dire ça, au North Ayrshire, désolé pour mon accent anglais, qui vont commencer à prendre des paiements pour la cantine avec la reconnaissance faciale, tout simplement en scannant le visage des étudiants qui passent pour se faire servir à la cantine. Alors évidemment, ils vont dire que c'est pratique parce que ça va accélérer les files d'attente dans la cantine, puisque ça sera plus efficace et rapide pour processer les paiements, mais également ça va minimiser les contacts physiques lors de la pandémie, ce qui est quand même assez bienvenu. Mais bon, voilà. Donc évidemment, ça soulève des inquiétudes en termes de données, de reconnaissance faciale, etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la technologie n'utilise pas de la reconnaissance faciale live, c'est-à-dire scanner la foule de manière active, mais ça va vérifier contre des templates, des empreintes de visage, des templates d'empreintes de visage. Je suis pas capable de vous dire exactement c'est quoi la différence. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même comparer. Mais bon, voilà. Et a priori, ça serait chiffré. Donc, en tout cas, on pourrait pas y accéder comme ça. Je suis pas très très claire là-dessus sur la différence en termes de technologie. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écoles utilisaient déjà des lecteurs d'empreintes. Donc en fait, c'est plutôt un changement de mode biométrique que finalement un changement de positionnement sur la technologie en elle-même. Voilà, donc en fait, c'est pas forcément super étonnant. Là où c'est intéressant, où il y a une inquiétude qui est soulevée, c'est qu'en fait, le fait de déployer la reconnaissance faciale dans les écoles, ça va normaliser finalement la technologie de reconnaissance faciale, et donc ça va, un petit peu anesthésier finalement la méfiance, ou en tout cas la peur quant à une nouvelle technologie. Et donc du coup, c'est pour le meilleur et le pire. C'est-à-dire que finalement, on va faire moins attention à l'application de la reconnaissance faciale dans d'autres domaines et ça va banaliser son usage, alors que c'est quand même un usage qui est encore pas super bien réglementé et c'est la principale inquiétude, c'est le manque de réglementation finalement autour de cette technologie, et donc qui va enfreindre potentiellement des libertés. Voilà en tout cas pour cette petite news. Et puis, dernière information, avant que je m'effondre, c'est concernant Canon. Alors pourquoi je voulais vous parler de Canon? Parce que quand même je trouve ça bien que Canon se fasse taper sur les doigts pour des restrictions sur des appareils qui sont pas justifiés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous le savez, Canon, en plus évidemment de mettre à disposition des appareils photo, ce genre de choses, ils ont également tout un secteur d'imprimantes. Et donc dans ce secteur d'imprimantes, il y en a qu'on appelle all-in-one, qui vont avoir plusieurs fonctionnalités en une, et notamment qui vont pouvoir
faire du scannage, enfin scanner des documents et faxer des documents, en plus d'imprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? En fait, les utilisateurs se sont aperçus que pour pouvoir scanner et faxer des documents, il faut obligatoirement avoir des cartouches d'encre remplies, ou en tout cas utilisables dans l'imprimante. Alors qu'en fait, le fax et le scan n'a pas besoin d'encre du tout. C'est quand vous scannez, c'est numériser un document, donc vous le récupérez sous forme de fichier numérisé sur votre ordinateur ou clé USB ou ce que vous voulez. Et puis faxer, finalement, ça c'est transmis à une autre personne sur notre machine, et elle peut décider de l'imprimer ou finalement de la récupérer en format numérisé. En tout cas, cette personne a peut-être besoin d'avoir de l'encre, mais la personne qui envoie, elle, n'en a pas besoin. Et donc, en fait, le fait de limiter la fonctionnalité de l'imprimante à la condition d'avoir de l'encre, c'est carrément absurde. Et évidemment, pourquoi ils font ça ? Y a un argument assez intéressant, c'est que tout simplement, ils ont tendance à vendre à perte finalement ces machines imprimantes, et ils arrivent à retomber sur leurs pattes en termes de business model et de financement en vendant des cartouches d'encre. Or, finalement, on est peut-être à une époque où on a de moins en moins besoin d'imprimer dans notre vie de tous les jours. Et donc, du coup, de limiter les fonctionnalités de scan et de fax à la condition d'avoir de l'encre, ça permet de s'assurer que quand même, il y a des achats qui sont faits. Donc évidemment, c'est une limitation qui est quand même assez révoltante. Et donc, du coup, ils se font attaquer en justice, un peu à raison. Là, je vous donne mon avis personnel, à raison sur le sujet. Voilà. Donc comme quoi on ne peut pas faire ce genre de pratique sans que ça nous retombe dessus. Voilà. Et puis on va quand même parler, avant de passer à la cerise sur le gâteau, sur le croissant, pardon, on va parler de notre sponsor, même si vous ne le voyez plus à l'écran parce qu'un chat a piraté et saboté mon émission ce matin, on va quand même parler de notre sponsor. Notre sponsor, vous le connaissez, c'est Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, c'est une plateforme qui propose des produits financiers. Nous, chez Naotech, on vous présente la plateforme en elle-même, en tant que solution technique pour vos placements, mais on n'est pas là pour, évidemment, vous donner des conseils d'investissement. C'est pas notre rôle, on n'est pas qualifié sur ce sujet. Donc, vous demeurez entièrement maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion avec les risques et avantages que ça représente. C'est vrai qu'en France, on n'est pas vraiment très familier avec la notion de placement. Alors, on va avoir tendance à plutôt se reposer sur le fonctionnement du livret A. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres options d'investissement, que ce soit achat immobilier, livret A et compagnie. Et finalement, là, ce qui est intéressant avec la solution Mon Petit Placement, c'est que ça vous permet des placements de manière simplifiée à partir de 300 €, donc des sommes relativement abordables. En plus, on vous a affaire à des produits financiers qui sont sélectionnés avec des experts qui sont joignables par téléphone, mail ou chat. Et c'est pas des bots. Vous avez des conseils qui vont être adaptés en fonction de votre profil. Vous allez pouvoir savoir quel est votre profil, que ce soit débutant ou expert. Vous allez avoir des produits financiers qui sont classés selon les risques. Donc vous allez pouvoir adapter et placer en connaissance de cause. Donc ça, c'est ça qui est quand même assez intéressant. Mon Petit Placement ne se rémunère que si votre placement performe et vous pouvez investir en accord avec vos valeurs, ce que je trouve assez sympa parce qu'on n'est pas tous au fait des différentes sociétés dans les différents secteurs. Là, vous allez pouvoir retrouver des valeurs ou des causes qui sont importantes pour vous, comme le climat, l'égalité, la santé, la tech, etc. Donc ça, voilà. Vous avez un petit formulaire qui va vous permettre de définir quel type de profil d'investisseur vous avez pour pouvoir avoir des placements adaptés en fonction de votre profil. Donc n'hésitez pas à utiliser le code Naotech quand vous inscrivez, comme ça vous bénéficierez d'une réduction de 30% sur vos commissions sur la première année, sur la commission à la performance la première année. Voilà pour mon petit placement, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous interpelle, ne serait-ce que pour vous renseigner. Là-dessus, je vous propose de passer tranquillement à la cerise sur le croissant. Et voilà, je fais une petite pause thé. Hop.
petite pause thé pour reprendre mon souffle. Je m'éloignais un peu du micro pour que vous m'entendiez pas trop déglutir, c'est pas très agréable quand même. Il y a eu un bug. C'était quoi le bug? Là c'est bon, tout va bien? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre personne qui se plaint. Le mug plus gros que la tête. Mais qu'est-ce que vous avez avec mon... Vous êtes jaloux de mon mug. Vous êtes jaloux de mon mug. En fait, c'est ça le problème que vous avez. C'est un mug baleine. Donc, il y a une raison pourquoi c'est sa taille. C'est un mug baleine. Donc, évidemment, il est... il est énorme. Le mug XXXXL. Voilà. La transition un peu longuette, mais tout va bien. Oui, bah désolé, il faut que je reprenne un peu mon souffle. Mais on enchaîne tranquillement avec une série, il me semble que je vous en ai déjà parlé, une série qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Sex Education. Alors je voulais vous montrer un petit peu la série. Mais il faut quand même que j'ai... Alors, comment je vais vous la montrer ? Patientez un tout petit peu, parce que je pense que vous avez déjà dû voir des images promotionnelles de la série auparavant. Je ne vais pas vous montrer saison 3 en termes de visuel pour pas vous spoiler avec des images promotionnelles un peu trop récentes. Et voilà. Donc là, vous voyez un petit peu des images de la série. Donc là, vous voyez un petit peu les différents personnages clés de la série que l'on peut retrouver. Alors, qu'est-ce que c'est finalement Sex Education ? Bah, vous suivez des lycéens dans le lycée de Moordale en Angleterre. Et donc vous les suivez, vous évoluez, vous suivez notamment Otis et Maeve. Otis qui est donc un élève qui a l'air très sage, assez propre sur lui, etc. mais qui est fils d'une sexologue et psychologue. Et donc en fait, il est assez calé finalement en termes d'éducation sexuelle, ce qui peut être un petit peu étonnant. Et suite à un concours de circonstances, il va faire équipe avec Maeve, qui elle est une enfant, ou en tout cas une adolescente, qui a, par des circonstances familiales particulières, un besoin d'argent. Et donc, ils vont monter une espèce de clinique de conseil sur la vie sexuelle ou l'éducation sexuelle pour leurs camarades lycéens. Voilà, on a une période évidemment où il y a l'éveil sexuel qui se fait, où chacun va expérimenter, s'éduquer sur le sujet, et c'est là où généralement il y a pas mal de choses qui se forment, des blocages, des doutes sur son corps, l'acceptation de soi, etc. Et donc ils vont vraiment venir en aide à tous leurs camarades lycéens, tous ceux qui rencontrent des problèmes, qui ont des questions, etc. En échange donc de sous, ils vont les conseiller sur justement l'éducation sexuelle ou sur leurs problèmes sexuels. Donc on va avoir différentes péripéties qui vont arriver et on va suivre, donc on a évidemment Maeve et Otis que vous voyez. Donc Maeve, c'est la jeune fille sur la première ligne en haut, au milieu. Et on a Otis qui est sur la seconde ligne complètement à droite. Donc c'est eux deux qui font la fameuse clinique de conseil sexuel. Mais on va avoir toute une galerie de personnages secondaires et c'est vraiment ça qui est finalement intéressant. Vous voyez les principaux personnages secondaires là sur l'affiche. Mais il y en a plein d'autres auxquels on va s'attacher, qu'on va apprendre à connaître, qui vont avoir leurs difficultés, leurs questionnements sur eux, sur leur propre expérience sexuelle, mais pas que, sur leur expérience familiale, sur leur expérience à l'école, sur l'expérience d'acceptation de soi, sur l'identification, etc. Et vous allez suivre tout ça. Et c'est vraiment en tout cas une série qui va décomplexer le sexe, les problèmes que l'on peut rencontrer, les expériences qu'on peut avoir pour pouvoir s'épanouir et dire que c'est ok, chacun a son expérience de sexe différente de l'autre, et en fait il faut éviter d'essayer de se comparer à l'autre. Et notamment dans la saison 3, il y a toute une séquence sur les vulves. Je ne sais pas si on va être classé en plus 18 ou quoi que ce soit.
Mais bon, voilà, en tout cas, il y a une notion d'acceptation des pénis et des vulves et des différentes formes, angles, etc., qui est hyper intéressante. Et c'est vrai que ce soit homme ou femme, on a toujours eu ce moment où on était là, mais mince, c'est les gâteaux vulves, exactement, les cupcakes vulves, qui peut paraître complètement étrange, mais en fait qui va complètement décomplexer, pardon, cette perception et tout ce qui est le tabou autour des organes sexuels et des organes de plaisir aussi. Et c'est vraiment intéressant, mais pas que. Donc évidemment, Sex Education saison 3 parle toujours de sexe, décomplexie... attends. Décomplexifie. Ouais, je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Toujours cette notion-là. Et quel est le rôle finalement du sexe dans la vie des adolescents, mais pas que, des adultes aussi à Moordale. Mais on va surtout se pencher, et c'est ça qui est intéressant là dans cette saison, sur la question de l'identité et sur la poursuite du bonheur avec l'acceptation de soi. Donc on va avoir la question d'identité de genre qui va faire son arrivée, avec des personnages qui sont non-binaires, et justement on va avoir donc la présence de ces personnages non-binaires avec un nouveau proviseur qui fait son arrivée dans le lycée de Moordale, qui va être au premier abord plutôt jeune et moderne, et finalement qui va mettre en place une perception du sexe, de l'éducation sexuelle complètement arriérée, et qui va faire rentrer les élèves, ou tenter de faire rentrer les élèves dans des cases, et notamment féminin, masculin, et qu'est-ce qui se passe si on est non-binaire, dans quelle case on est mis et pourquoi, et qu'est-ce que ça va engendrer finalement sur ces adolescents qui ne se reconnaissent pas finalement dans l'un ou l'autre des genres spécifiquement, et donc du coup c'est vraiment très très touchant, très intéressant. Ils le font vraiment avec décalage, humour. Ils se prennent pas au sérieux et en même temps ils traitent ces sujets avec sérieux, comme ils devraient être traités. Et c'est vraiment très très bien fait. Alors j'ai trouvé que cette saison 3 était des fois tombée un petit peu dans la surenchère. Notamment il y a des scènes un peu gratuites de sexe un peu partout. Vous voyez pas grand chose, mais bon, il y a des scènes un peu gratuites qui servent pas forcément le propos tout le temps, et donc du coup c'est un peu une perte de temps, surtout qu'il y a que 8 épisodes mine de rien, donc finalement il y a quand même beaucoup de choses à raconter en 8 épisodes, beaucoup de personnages, et là on a envie de dire mais pourquoi perdre du temps sur ces scènes qui apportent pas grand chose au propos, alors que des fois il y a des scènes de sexe qui servent à un propos, et là c'est intéressant de les montrer. Pareil, il y a des gags un peu lourds, un peu scato. Bon, oui, ça fonctionne toujours, mais bon, ça apporte pas grand-chose non plus. Voilà, donc mis à part un petit peu ces côtés qui m'ont, moi, pas forcément intéressé dans la série, on a quand même cette richesse de personnages, de panneaux de personnages, de panels de personnages qui est super touchant. Un personnage, moi, qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'est notamment Adam, ado qui était une brute dans les premières saisons, qui était incompris, et qui est finalement aujourd'hui, dans la 3e saison, un personnage qu'on a envie de protéger à tout prix. Et donc c'est intéressant, ce revirement de situation. Il a fait un chemin incroyable depuis la première saison, où maintenant il est d'une vulnérabilité, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Donc c'est vraiment... assez époustouflant, le chemin de ce personnage-là. Ça veut pas dire encore une fois que toutes les brutes ont ce chemin spécifiquement, mais en tout cas ce personnage-là est vraiment, vraiment touchant. On a Amy aussi, qui va passer par un événement traumatique et qui, dans la saison 2, et qui va continuer sur cet événement traumatique dans la saison 3, comme quoi on montre bien que les traumatismes prennent du temps, et que on peut pas leur tourner le dos du jour au lendemain, ou en tout cas on se traîne avec ce bagage, comme ça il faut apprendre à vivre avec, à le surpasser. Et c'est vraiment intéressant le chemin qu'elle fait. Voilà, finalement les personnages les moins intéressants, notamment sur cette saison 3, c'est finalement les deux héros, Maeve et Otis, qui ont peu d'intérêt, leur intrigue a encore peu d'intérêt. Voilà, on sent qu'ils nous gardent en haleine, sur l'espèce de tension amoureuse qu'il peut y avoir entre les deux, mais finalement c'est un peu ce qu'il y a le moins intéressant dans cette saison. Et finalement, chaque épisode va s'intéresser à des personnages encore une fois, et on va les suivre, cette galerie de personnages secondaires, et c'est ça vraiment qui est très très chouette.
Je lis un petit peu vos commentaires. Alors, je lis un peu vos... C'est pas trop hétérocentré, ben Julia, justement, je trouve que non. Dès le début de la première saison, ça célèbre tout type de sexualité, mais encore une fois, enfin, c'est facile pour moi de dire ça vu que je suis hétéro, donc je suis peut-être pas la meilleure placée pour juger. Mais en tout cas, de mon point de vue d'hétéro, je trouve que justement cette série accueille différents types de sexualité, vraiment sous toutes ses formes, toute histoire amoureuse possible. Et je trouve que justement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça célèbre justement cet aspect-là. Après, s'il y a des personnes qui sont justement pas hétéros dans la chatroom, ça m'intéresserait d'avoir votre avis pour savoir si vous aussi vous avez cette perception. Mais justement, je trouve que ça rend visible la grande variété de sexualité possible, que ce soit en termes d'actes sexuels ou que ce soit en termes juste de type de couple que l'on peut voir. Et c'est vraiment très 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 chouette quoi. Et c'est vraiment une série qui va encourager à l'acceptation, à la tolérance. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et juste à démystifier le sexe, quoi, et à le prendre pour ce qu'il est. Un acte de reproduction, mais pas que, un acte de plaisir, d'épanouissement, d'acceptation de soi. Voilà. Et on sait qu'à l'adolescence, il y a plein de complexes qui rentrent en jeu, et je trouve que cette série va rassurer. Enfin, moi, à l'adolescence, j'aurais vu cette série, ça m'aurait beaucoup aidé, je pense. Beaucoup aidé. Et c'est pas une série à regarder avec ses parents. Gros malaise. Mais je pense que voilà, moi, si j'avais un adolescent que je savais qui regardait cette série, je serais quand même rassurée. Rassurée en me disant, ok, bon, il y a des choses qui sont abordées, mais de manière ouverte et constructive. Voilà. Et en termes de BO, j'adore cette série. Vous allez retrouver à peu près tous les titres d'un artiste que j'adore qui s'appelle Ezra Furman. Voilà, avec cette voix rock un peu ébréchée, toujours un petit peu sur le vif. Voilà, qui convient parfaitement parce qu'il va vraiment, même lui-même en termes d'identité, s'ancrer dans le discours de Sex Education pour ceux qui connaissent l'artiste. Donc je trouve que c'est vraiment pertinent de l'avoir choisi lui. Et je trouve qu'il saisit bien un petit peu ce malaise, ce sentiment de malaise qu'on peut avoir à l'adolescence, où on ne reconnaît pas forcément son corps, où on ne l'accepte pas, et on regarde les autres et on essaie de tâtonner un petit peu sur ces nouveaux terrains d'exploration qu'est le sexe, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique comme effort. Donc voilà, très bonne BO. La dernière fois que je regardais dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle et la grosse scène de cul, c'est pas cool, pas eu le temps de toucher au son. Faut faire gaffe quand on regarde. C'est pas forcément une série à regarder dans le train, dans l'avion, dans le salon avec les autres à côté, quoi. Voilà. Vous êtes prévenus. En plus de la sexualité, j'aime beaucoup la présentation des amitiés. Et les amitiés des garçons aussi. Tout à fait d'accord à faire Jeffs. Que ce soit amitié entre filles, entre garçons, entre filles et garçons, je trouve que c'est très très chouette. Il y a aussi le sujet des demi-frères, demi-sœurs qui est abordé, sur les nouveaux couples reformés, sur la séparation dans un couple, sur la maltraitance aussi, et les abus, certains abus, que ce soit par l'organisme de l'éducation ou que ce soit par la famille. Donc c'est très très intéressant. Il y a une scène assez traumatisante d'humiliation par l'organisme de l'éducation qui se passe dans la saison 3 qui est terrifiante. Moi j'ai trouvé terrifiante. J'ai tout regardé dans le train, les 3 saisons. C'est grave, bah écoute, monsieur papa, si t'as pas eu de plainte ou de sentiment de malaise, tant mieux pour toi. Ouais, la mère est incroyable. Hein. C'est Gillian Anderson. Gillian ou Gillian, je sais jamais comment prononcer son prénom, qui est Scully dans X-Files, qui a un rôle incroyable. En tout cas, elle est dans je crois que c'est le meilleur rôle dans lequel je l'ai vue jusqu'ici. Voilà. Et pourtant, elle a joué dans The Crown, Thatcher, mais je l'ai trouvé un peu caricatural dans The Crown. Autant je trouve dans ce rôle de sexologue
et de femmes à la sexualité assumée, avec ses complexes, ses problèmes, et sa relation avec son fils et avec les hommes ou les autres, ou l'amitié qu'elle peut former avec d'autres femmes, je trouve que vraiment ce personnage est excellent. Excellent. Voilà. Donc voilà, c'était la petite cerise sur le croissant du matin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez continuer à parler de la série, rendez-vous soit sur Twitter, soit sur le Discord, et mentionnez-moi et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, que vous ayez aimé ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que moi j'adore la série, j'essaie de vous recommander des choses que j'aime, parce que du coup, c'est quand même plus sympa de vous dire, non, perdez pas de temps là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais ravi de discuter pour ceux que ça n'a pas plu, que ça a gêné, pour en discuter avec vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Dernière petite annonce. Donc, n'oubliez pas, ce soir, il y a l'after keynote de Google sur Twitch avec Jérôme et Guillaume. Et puis aussi, vendredi matin, après le mug, il y aura un invité surprise. Donc, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent savoir qui est cet invité surprise, après le mug vendredi matin, donc ce vendredi-là, n'hésitez pas à le marquer dans vos agendas et à vous connecter aux alentours de 9h, voilà, à la fin du mug, pour retrouver l'interview de cet invité surprise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va faire un petit raid avant de partir. On va faire un petit raid. Alors, on va sur Twitch et qui on va raider ce matin. On voit qu'il y a Bon, on va faire Pépipin, hein, un petit peu de dessin pour commencer la journée du bon pied sans se stresser. Moi, ça me va bien. Et donc, on va avec Pépipin. Allez, je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous la semaine prochaine en ce qui me concerne. Bye bye.